Conakry, 1er mai 2018, au sommaire de cette édition. Il y a 132 ans, le monde célèbre la fête du travail. À Conakry, autorités, travailleurs du secteur public et privé et acteurs sociaux se sont donné rendez-vous au Palais du Peuple pour marquer l'événement. La fête du 1er mai est aussi une occasion de mettre en exergue les conditions de travail des employés des unités de production. Selon nos reporters, le constat est peu reluisant dans ce secteur. En sommaire encore, 72 heures du livre, la ville de Zérékouré à l'honneur. Cette 10e édition est marquée par des débats et des expositions de livres. Les Échos, c'est dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Célébration de la fête internationale du travail. 1er mai a été instauré à l'origine comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de 8 heures. À Conakry, l'événement a été célébré au Palais du Peuple. Autorités, travailleurs du secteur public et privé et acteurs sociaux étaient fortement mobilisés pour la circonstance. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie. Isidore Dadamou de Tunkarata fait le point. À Conakry, le Palais du Peuple a refoulé du beau monde ce 1er mai. Venus de toutes les corporations professionnelles de l'administration publique et privée, les travailleurs ont célébré ce 1er mai sous le signe du dialogue social au service du travail décent. Une manière pour Amadou Diallo d'interpeller les décideurs et ses camarades syndicalistes à privilégier le dialogue en faveur de l'amélioration des conditions de vie du travailleur guinéen. Mesdames et messieurs, camarades travailleurs et travailleuses, en Guinée, la célébration du 1er mai 2018 intervient au lendemain d'une série de crises sociales, politiques et même économiques qui ont affecté fortement notre pays durant l'année écoulée au début de cette année. L'appel que j'ai à lancer, c'est de dire non seulement aux travailleurs et aux travailleuses, mais à la population guinéenne d'accepter la cohésion, d'accepter à ce qu'on s'entende. Parce que la chose qui nous unit ici, c'est la Guinée. C'est ce que nous partageons ensemble. Donc qu'on accepte d'aller ensemble, d'essayer de faire l'émergence de ce pays pour que le pays puisse aller de l'avant. Le Premier ministre chef du gouvernement, satisfait de la mobilisation des travailleurs, a au nom du chef de l'État dit son engagement à œuvrer pour le bien-être des travailleurs. Le gouvernement de la République de Guinée est heureux de prendre part à la commémoration de cette fête qui symbolise la lutte des travailleurs du monde entier pour l'amélioration des conditions de travail et de vie de la classe ouvrière. Je voudrais ici vous transmettre les vœux de bonne fête du travail, les sincères félicitations et les salutations chaleureuses du professeur Alpha Condé, président de la République. Par ma voix, le gouvernement réaffirme sa totale disponibilité à favoriser le rétablissement d'un cadre de dialogue structuré et animé par des acteurs légaux et légitimes. C'est à ce prix que la mise en œuvre des différents accords conclus avec les centrales syndicales produiront effectivement tous les résultats escomptés au profit des travailleuses et travailleurs de notre pays. C'est dans l'espoir que le gouvernement attachera du prix au cahier de doléances des travailleurs guinéens à travers un dialogue franc que la fête du 1er mai a pris fin au Palais du Peuple. Merci Isidore. Il y a 132 ans, le monde célèbre la fête du 1er mai donc. À Conakry, les ouvriers de la casse de Symphonia ne sont pas à marge. Ils se sont donné rendez-vous au stade Cabinet Kouyaté de Matoto auprès de leurs camarades de Sifog, entendez, syndicats indépendants des forces ouvrières de Guinée, avec pour maître mot la solidarité syndicale. À l'intérieur du pays, Dubrika et Labi ont également commémoré cette journée. Tabansila. Réunis massivement au stade de Cabinet Kouyaté de Matoto, les travailleurs de la casse célèbrent la fête du 1er mai autour du syndicat indépendant des forces ouvrières de Guinée, SIFOG. L'occasion a été mise à profit pour formuler des requêtes auprès des autorités. Nous réclamons la construction de la route Symphonia-Gare-Casse,
longue de 2000 mètres, classée parmi les routes impraticables. La réalisation de cette route donnera un ouf de soulagement à des milliers de travailleurs à la casse de Somfonia et des milliers de citoyens qui vivent dans les parages. Nous revendiquons l'obtention de la subvention donnée aux syndicats du pays par l'Assemblée nationale. Située à 50 km de Conakry, la préfecture de Dubreka n'a pas été à la marge de la célébration de la fête internationale du travail. La commémoration dans cette préfecture a commencé par la montée des couleurs, suivie du dépôt des gerbes de fleurs à la place des martyrs par Younoussa Lebon Silla, préfet de Dubreka, entouré de tous les sous-préfets et présidents des délégations spéciales relevant de sa juridiction. Sur la place publique, devant les autorités locales de Dubreka, défilent les travailleurs. Ces ouvriers viennent des unités industrielles, des ateliers et salons de coiffure. Les transporteurs, les pêcheurs traditionnels, les ONG, les responsables de projets et les enseignants. Ils aspirent tous à un travail décent. Vraiment, le SMIC, c'est une première en Guinée. Nous saluons l'arrivée du SMIC. Bien que nous demandons son amélioration, d'augmenter un peu le SMIC. Les cadres pour l'éducation, vraiment, c'est un acquis. Ce n'est pas seulement pour l'éducation. Il y a l'éducation et la santé. Et pour l'instant, le travail à compter le 1er avril. Là. Donc, c'est vraiment là pour cet acquis-là. On demande encore de faire des efforts pour accompagner les travailleurs. Chacun sait comment vivent les enseignants. Ce que je vais demander, c'est à ce que vraiment qu'on appuie encore les enseignants. S'ils sont déjà appuyés, que vraiment cet appui-là augmente pour pouvoir vraiment les permettre de travailler dans les meilleures conditions. À l'image de Dubreka, la sous-préfecture de Hafia dans l'Abbé a reçu la CNTG pour la commémoration du 132e anniversaire de la fête internationale du travail sous le thème « La CNTG dans la dynamique du changement ». Ici, autorités administratives et fonctionnaires de la préfecture ont mis tout en œuvre pour la réussite de l'événement. Il faut qu'il y ait du renouveau, il faut qu'il y ait du sang nouveau au niveau de toutes les sections syndicales. Et là, il faut impliquer les jeunes, il faut impliquer les femmes. Parce que là, c'est la 6e fonction du syndicat, la fonction de relève. Si vous avez remarqué aujourd'hui, il y a assez de... Nous sommes tous vieillissants, donc il faut préparer dès maintenant la relève. Donc c'est ce qui fait le changement. Et il faut accepter aussi la critique et l'autocritique. Là aussi, c'est ce qui fera un boom dans le mouvement syndical. Pour rappel, la date du 1er mai comme fête internationale du travail a été instituée en 1886 suite à la grève des travailleurs de Chicago qui réclamaient à l'époque une meilleure condition de vie et de travail. La fête du travail est aussi une occasion de mettre en exergue quelques personnes qui se sont illustrées dans leur domaine d'activité, des hommes et des femmes qui s'investissent au quotidien dans le développement de leur pays. Les précisions dans ce reportage de Mounir Bari et Yaya Silla. Dans le paysage médiatique guinéen, des figures s'illustrent comme de véritables repères pour la jeune génération. On peut les remarquer à travers leur promptitude et leur assiduité au travail. Mamadouba Tessema, journaliste à la rédaction politique du journal Parler, est l'un de ces rares cadres pour qui servir le pays est un devoir sacré. Toujours au poste, Tessema, le secrétaire général du journal Parler, est pour les journalistes de la maison mère le général des généraux. Celui qui ouvre et ferme les portes de la radio depuis maintenant plus de 2 décennies. J'ai commencé à pratiquer ce métier de journalisme depuis le 13 décembre 1982 à la RTG. C'est la date à laquelle je suis arrivé à la RTG et j'ai fouillé pour la première fois la salle de rédaction du journal Palais à Boulbéné. Quand l'État a contribué, le pays a contribué à ta formation, et quand tu finis ta formation, il faut le servir avec loyauté, avec patriotisme. Dans un autre registre,
Ousmane Silla, alias Bengbe, est l'un des policiers de la sécurité routière le plus craint et le plus rigoureux dans l'exercice de sa fonction. Chaque matin, il fait le tour de la commune de Ratoma, sa zone d'intervention. Sa mission est d'assurer la fluidité de la circulation et punir les infractions. Depuis 24 ans, Ousmane Silla sert son pays avec abnégation et loyauté. On travaille pour la population et servir la nation guinéenne et respecter les citoyens et sauvegarder leurs biens. C'est l'indiscipline qui règne sur la route. Les gens ne respectent pas. Les mototaxis aussi ne respectent pas. Même si vous mettez le barrage, ils viennent, ils forcent, ça va. Les taximètres aussi ne respectent pas. Dans les grands axes routiers de Conakry, les policiers veillent à l'application correcte du code de la route. Au grand marché de Madina, par exemple, sur la transversale, la circulation est normalisée et les contrevenants verbalisés par cette dame toujours bien habillée. Elle joue avec fierté sa partition dans l'édification de la Guinée. Taxi-moto nous embête ici trop. Il y a trop de taxi-motos. Quand on canalise, on nous embête ici. Beaucoup. Il y a beaucoup de taxi-motos qui viennent. Dès que tu veux canaliser par là, l'autre sort par là. Ils ne connaissent pas le code de route. Ils n'ont pas les dossiers. L'assurance, tous les dossiers de la moto ne sont pas assurés. Donc les taxis-motos nous embêtent trop. Pour le code de la route. À l'occasion de cette journée commémorative de la fête internationale des travailleurs, la police routière dénonce l'incivisme des usagers, l'occupation anarchique de la chaussée et préconise des sanctions dissuasives. Des mots qui invitent les populations à se pencher sur le sort de cette corporation au service de la nation. Direction sous-préfecture de Mania pour voir et apprécier les conditions de travail des employés des unités de production. Mais selon notre reporter, le constat est peu réduisant. À l'occasion donc de la fête du travail, notre rédaction vous propose une immersion dans le quotidien des agents des unités industrielles. Mabinti Laïsouma signe ce reportage. De l'extérieur, le site ressemble à un quelconque bâtiment. Aucune plaque d'identification. Pourtant, cette bâtisse située aux périphéries de Manéa abrite une usine de fabrique de chaussures. À l'entrée, des barres de fer cadenassées rappellent les cellules d'une prison. À l'intérieur, une trentaine de Guinéens travaillent dans des conditions insoutenables. Du lundi au dimanche, de 8h à 20h, ces ouvriers côtoient sans protection des machines à vapeur. Ici, il n'y a pas de contrat de travail entre la direction et les ouvriers, pour la plupart des femmes et des mineurs. 12 heures de travail pour un salaire qui oscille entre 20 et 30 000 francs guinéens. On travaille de 8h jusqu'à 12h00, 12h se pose jusqu'à 12h30. Mais si tu restes derrière jusqu'à 12h31 minutes, ils vont couper 5 000 dans ton argent et pourtant l'heure est payée à 2 500 francs. Mais avec une minute là, on coupe 500 francs sur ton argent. D'après ça, on rentre à 12h30, de 12h30 jusqu'à 20h. On travaille jusqu'à 20h. Donc, problème de paiement, on nous paye à chaque 2 semaines. D'après les chaque 2 semaines. Encore, ici, on n'est pas pris en charge. Quand tu laisses à travailler, tu tombes. Ils vont te chercher. Ils vont te donner ton argent, tu vas partir, on te sasse. Interpellé, la direction de l'usine fume au micro. À quelques mètres de là, cette autre unité de production s'active dans la transformation du bois.
Dans cette ambiance de travail acharné, les ouvriers non protégés sont en contact direct avec les machines scieuses. Nous manquons de tout, pas de chaussures, pas de gants, alors que notre métier est dangereux. Nous nous blessons souvent et inhalons de la poussière. Nous sommes obligés de boire du lait très souvent. Derrière cette unité de bois se dresse un hangar. À l'intérieur, une chaleur étouffante dégagée par ces grosses machines nous accueille. Une forte odeur de produits chimiques agresse nos narines. Derrière cette porte, une pièce obscure et sale où est installé un robinet. C'est ici que les ouvriers viennent étancher leur soif. Les sanitaires, elles, se passent de tout commentaire. Lorsque nous nous blessons ou que nous tombons malades, la direction ne nous prend pas en charge. C'est le rendement qui les intéresse. C'est dans cette pièce que nous buvons de l'eau. Parfois même, nous restons sans boire par manque d'eau. Ces toilettes sont utilisées par hommes et femmes. Tu tapes à la porte. Si ce n'est pas occupé, tu rentres faire tes besoins. La sous-préfecture de Manéa est une zone industrielle. Cette autre unité de fabrique de chaises plastiques et de chaussures présente les mêmes conditions de travail que les précédentes. C'est dans ce décor anarchique, accentué par l'odeur nauséabonde d'une solution fermentée, que travaille Brigitte Sangaré. Diplômée en tourisme et hôtellerie, Brigitte caressait autrefois le rêve de travailler dans ce secteur. Mais aujourd'hui, son quotidien se limite à manipuler les produits chimiques dont elle ignore les composants. J'ai terminé, j'ai mon diplôme à la maison, ça fait 2 ans. On est là juste pour un lendemain meilleur. Le jour qu'on trouve ailleurs, on s'en va là-bas. Le produit que j'utilise, naturellement, c'est un produit toxique, mais on fait nos minimums pour être à l'abri. Venu en visite inopinée de travail dans ces usines de production et confronté à ces réalités, l'inspecteur général du travail choqué monte au créneau. Nous sommes venus, nous avons trouvé que les portes sont cadenassées. Il a fallu des négociations et des négociations pour qu'on puisse nous ouvrir la porte. Et malheureusement, le constat qu'on a aussi fait, c'est que les ouvrières, on va les appeler comme ça, sont assises dans la chaleur, les portails sont fermés. En cas d'incendie, je pense que toutes ces ouvrières-là ou tous ces ouvriers-là trouveront la mort. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé immédiatement de procéder à la fermeture provisoire de cette unité industrielle. Les ouvriers, eux, accueillent cette main tendue des autorités avec soulagement. Votre visite nous a réjouis à plus d'un titre. Ici, il n'y a que 2 personnes qui sont payées à 50 000 francs. Les autres personnes touchent 35 000 francs par jour. Votre présence nous prouve que l'État ne nous a pas oubliés. L'espoir est permis. 2 personnes maintenant qui payent ici 50 000 francs. 15 jours renouvelables dans la pratique, une fois. Donc ce qui veut dire 1 mois. Au-delà de 1 mois, le travail ne peut plus continuer à être journalier. C'est ça, c'est ce qui se fait habituellement dans les entreprises et dans les établissements. 3 ans, ce n'est pas normal. Donc ça, nous allons procéder à leur régularisation. La plupart de ces unités de production ne respectent pas la législation du Code du travail dans le pays. Pour cette mission mixte réveillée par les récentes sorties du colonel Tchebro et les soucis du chef de l'État à protéger les travailleurs guinéens, c'est le début d'une campagne de contrôle public pour démanteler les établissements hors normes en Guinée. Reste à savoir si cette opération portera fruit. L'avenir nous le dira. L'autre image de l'actualité nationale sur financement de la Banque mondiale, le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier organise une formation à l'intention des cadres des départements ministériels. Les échanges portent sur le contrôle et la gestion des infrastructures minières. Abdel Diallo, reportage.
En 2011, les autorités guinéennes ont entrepris de grandes réformes dans le secteur minier. Elles consistent à minimiser les risques inhérents au secteur tout en optimisant les avantages. Ainsi, des infrastructures sont aménagées en vue de faciliter l'extraction, le traitement, la transformation, le transport et l'évacuation des matières minérales. Pour mieux accompagner cette réforme, il est indispensable de former des cadres capables de maîtriser les problématiques qui entourent cette exploitation des équipements de transport auxiliaires aux mines. Il s'agit évidemment de vérifier que l'infrastructure produit ce qu'elle a à produire à un coût optimal. Et donc le troisième volet de la gestion, c'est effectivement la gestion en termes de contrôle de coûts. Le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier se fixe pour objectif de renforcer les capacités des 100 cadres des administrations en charge de la gestion des équipements ferroviaires et portuaires. Il est aussi question de se pencher sur les éléments de contrôle technique et financier des infrastructures liées aux mines. L'administration guinéenne doit être en capacité de jouer mieux son rôle que par le passé, de réglementation, de contrôle et de suivi de ces infrastructures-là. Certaines appartiennent à l'administration déjà à travers l'ANAIM, mais d'autres appartiennent aux sociétés. Et dans tous les cas, il y a des activités en termes d'exploitation, en termes d'entretien, en termes de maintenance, n'est-ce pas, qui sont du ressort, n'est-ce pas, des techniciens de ces administrations. Il faut qu'ils soient de plus en plus aptes à assumer leurs responsabilités. Pendant 5 jours, ces cadres issus des départements impliqués dans la gestion des mines vont se familiariser avec les concepts clés liés à la gestion et au contrôle des infrastructures minières. Environnement. Après une formation commune de base, 200 cadres paramilitaires et agents du corps de conservateurs de la nature seront outillés de notions juridiques. La formation va se dérouler à l'École nationale de police et de protection de Kagbélé pour une durée d'1 mois. Ousmane Ba, précision. Ils sont au nombre de 200 cadres et agents du corps paramilitaire de conservateurs de la nature. Après une formation commune de base, ils seront outillés des notions de droit. Le but est d'être à même de faire des interpellations, dresser de procès-verbaux et poursuivre le processus dans le strict respect des règles de l'art. Ils ont déjà la formation commune de base, ils ont la formation technique. Après cette formation, ils auront des notions. On va leur enseigner des matières ici qui leur permettent de savoir qu'est-ce que c'est les infractions, comment détecter des infractions et faire un PV et envoyer acquis de droit. Les futurs officiers de police judiciaire seront formés ici à l'École nationale de police et de protection civile de Kagbélé. C'est dans le cadre du comité technique sectoriel de la réforme du secteur de la sécurité. Mon département considère cette réforme du secteur de sécurité comme un facteur novateur de l'atteinte des objectifs prioritaires en faveur d'une gestion durable des ressources environnementales en général et celles forestière en particulier. La création d'un corps à statut particulier paramilitaire des conservateurs de la nature vient s'inscrire en droite ligne de la réforme du secteur de l'environnement qui est en parfaite adéquation avec la politique globale de notre réforme du secteur de sécurité. La formation de ces 200 agents va s'étendre sur 1 mois. Cette réforme engagée par les autorités est une lueur d'espoir face aux multiples menaces de notre environnement, comme le braconnage, la coupe illicite du bois qui a pour conséquence le réchauffement de la couche gazeuse qui enveloppe la Terre. Le comité d'orientation stratégique de projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes vient de tenir sa 2e session annuelle à Conakry et l'occasion de faire le bilan des activités du dit projet. En 2017, POGES a financé une dizaine de projets en faveur des jeunes. Le point avec Mohamed Kamara et Mamadi Gassama. C'est la 2e session annuelle du comité d'orientation stratégique du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. L'exercice consiste à présenter le rapport annuel des activités au cours de l'année 2017.
Pour l'année écoulée, 17 projets sur 73 ont été retenus par le BOSEJ. Déjà, les porteurs des meilleurs projets ont bénéficié des formations. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été lancés dans le cadre du fonds compétitif, à savoir 6 ou 8 projets qui ont été lancés. Donc des universités publiques et privées ont bénéficié du financement du projet. Et dans le cadre de la composante 2, on a aussi tiré un certain nombre de jeunes, vous avez suivi, qui vont avoir des stages en entreprise. Donc c'est des jeunes qui vont quitter en fait leur statut de chômeur et qui vont rentrer dans des entreprises et apprendre des métiers qui leur permettront de trouver, soit de rester dans ces entreprises ou de trouver un emploi dans le futur. Pour continuer à engranger de meilleurs résultats, le renforcement de la collaboration entre le comité d'orientation et l'organe de gestion du BOSEJ s'avère nécessaire, d'où le cri de cœur de son président. Il y a sans coup férir beaucoup de choses qui sont en train d'être réalisées et d'autres qui tardent à être réalisées. Donc c'était la sonnette d'alarme pour demander non seulement à l'unité de gestion d'aller plus vite, mais aussi que les informations qui doivent nous parviennent pour une prise de décision rapide. Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes est un projet du gouvernement. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars américains. Dans l'actualité encore, la Croix-Rouge guinéenne renforce les capacités de son personnel dans la gestion des catastrophes. L'institution humanitaire vient d'organiser un atelier à cet effet à Koya. Il vise notamment la formation des formateurs. Ce premier module a pour cible les comités préfectoraux de la Croix-Rouge. Habib Thiam. Faire face aux épidémies, aux inondations, aux tremblements de terre, aux accidents et incendies ou encore aux feux de brousse, le défi est grand pour la Croix-Rouge. Sa vocation l'oblige à se perfectionner davantage pour affronter les épreuves les plus difficiles. La Croix-Rouge est une structure d'urgence. Qui parle d'urgence parle de catastrophe. Nous sommes en train de former les formateurs des équipes communautaires de réponse aux catastrophes. Ça concerne Forekaria, Mamou, Kankan, Kirouane, Mandiana et Sigiri. Nous avons choisi à travers des critères des participants venant de ce comité. 2 participants par préfecture. Une première étape d'un vaste processus de formation financé par la Croix-Rouge britannique avec l'appui technique de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La première journée s'annonce sur fond d'engagement pour les uns et d'espoir pour les autres. À la suite de cette formation, c'est vraiment nous assurer que la Croix-Rouge guinéenne elle est prête au niveau communautaire comme elle est prête au niveau, n'est-ce pas, national, vraiment à agir en temps de catastrophe. Il faudrait vraiment qu'ils soient formés pour non seulement connaître ces catastrophes et aussi agir durant la catastrophe. Par exemple, Sigiri, c'est une zone où il y a assez de catastrophes. Quand nous serons formés, nous allons restituer la formation au niveau des volontaires de Sigiri pour être prêts en cas de catastrophe. Pour la réussite de ce projet, l'atelier préconise, entre autres, l'appropriation effective des principes cardinaux de la Croix-Rouge. Il se résume à la notion de secours avant tout et sans contrepartie financière. Une question est mise sur la sellette. Comment aider les acteurs du développement rural à décrocher les fonds des partenaires au développement? La réponse est dans la rubrique Guinée en bref, signée ce soir par Foli Camara. Pour une agriculture conforme à l'idéal de synergie d'action contre l'insécurité alimentaire, un programme de planification stratégique tisse sa toile. Le plan national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle redéfinit ses objectifs. Aujourd'hui, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce plan de 2e génération s'attellent à la vulgarisation des bonnes pratiques pour aider les promoteurs du monde rural à réussir les requêtes de financement auprès des partenaires au développement. Il vous souviendra que nous avons souvent eu beaucoup de financements, beaucoup d'appuis, soit en bilatéral ou en multilatéral. Mais où en sommes-nous aujourd'hui avec ce que nous avons voulu comme réduction de la pauvreté, augmentation de la production, de la productivité, par exemple du riz, et des principales spéculations agricoles de manière générale. Donc notre démarche aujourd'hui, c'est de donner les outils de réflexion aux partenaires
secteur public, privé, organisation de la société civile, pour que l'on sache que lorsqu'on monte un projet, qu'est-ce qu'il faut réellement porter dedans, qui puisse répondre aux préoccupations nationales ou des communautés et autres, mais également qui cadre avec les domaines d'intervention et les exigences des partenaires. Nous sommes sûrs qu'il y a de l'argent qu'on peut trouver, mais faut-il que l'on sache comment les obtenir, comment les utiliser de manière efficace, rationnelle et juste, et que l'on puisse avoir les résultats pour lesquels on a voulu les élaborer. Journalistes, membres de la société civile et acteurs impliqués dans la gestion des ordures réfléchissent sur les bonnes pratiques de l'assainissement de la ville de Conakry. L'initiative est du Club des Amis du Monde en collaboration avec le projet Conakry Finteni. L'idée est d'amener les citoyens à adopter de meilleures pratiques pour la propriété de la capitale. Au terme de la journée, un bureau de 5 membres a été mis en place pour coordonner les activités. Rien n'est impossible. Regardez quelqu'un qui sort de Conakry pour aller dans les autres villes, des autres pays. Une fois que tu arrives, tu t'adaptes. Parce que là, il y a les principes, il y a des valeurs consacrées que personne ne dérive. Donc ici aussi, quand on va se mettre dans cette synergie, on va amener l'agence, le gouvernement à prendre des mesures et que chacun doit respecter. Donc une fois que les mesures et les principes sont respectés, eh bien, rien ne nous empêchera de rendre Conakry une ville propre. Ça, il n'y a même pas, mais il suffit juste d'appliquer les principes et les lois. Au milieu de ces arbres fruitiers est désormais bâtie cette mosquée. Elle est l'œuvre collective des fils de Dongniélé, dans la sous-préfecture de Bouroual-Tapé, à environ 7 km du centre-ville de Pita. L'infrastructure comprend de grands espaces de prière pour les hommes et les femmes. D'autres accessoires viennent compléter ce complexe religieux. Ce vendredi, les invités sont venus de tous les horizons pour assister à l'inauguration de cette maison de Dieu. Tous saluent les efforts des fils de la localité. Continuez vos prières, chers parents, car ce que nous voyons aujourd'hui nous galvanise à plus d'un titre. Et cela grâce à vous. Si on vous demande de citer toutes les infrastructures que vos enfants ont réalisées, c'est vraiment énorme. La liste est longue. Alors, ce que je vous demande, c'est de continuer vos prières pour tous les fils du pays. À Kissidougou, l'actualité de la sous-préfecture de Soromaya reste marquée par le FIDAO de Maka pour la paix et la stabilité en Guinée. Un rendez-vous annuel des ressortissants et des autorités locales fortement mobilisés. L'objectif est d'implorer la grâce divine par des prières et la lecture du Saint-Coran pour conforter à la base l'administration de développement. Et nous demandons également, notre pays traverse un moment un peu délicat, nous demandons à ce que Dieu aide à la stabilité, Dieu aide à mettre de l'eau dans le cœur, de l'eau fraîche dans le cœur de chacun des fils de la Guinée. La classe politique s'entende. Nous qui sommes chargés des élections, que la classe politique s'entende, qu'ils acceptent d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Nous savons aujourd'hui que le souci majeur du gouvernement du professeur Alpha Condé est l'unité nationale, est de se donner la main, car l'union fait la force. Il a bien dit que la Guinée est un véhicule qui roule sur les 4 pneus. Donc quand un pneu est crevé, le véhicule ne pourra pas bouger. Donc c'est cette idée aussi qui nous anime. Autour de ce même idéal de paix, de cohésion sociale et de développement, dans la préfecture de Doubreka, la 11e édition du FIDAO de Tambaya est organisée. L'événement, vraiment, FIDAO, chaque année, on est dessus. Cette année, on prie Allah que l'année prochaine nous trouve en bonne santé. Ça s'est bien déroulé. Vraiment, tout le monde était là, joyeux. Et qu'Allah bénisse la Guinée, les enfants de la Guinée.
qu'Allah donne la paix à ce pays, beau pays. Tambaya est une zone agricole, une localité confrontée au manque de routes et d'eau potable. Cette grande retrouvaille est donc une aubaine pour les ressortissants et les citoyens des localités de Bouramaya de formuler des doléances à l'endroit des autorités. Comme chaque année, une ville de la Guinée est célébrée au compte des 72 heures du livre. Cette année, c'est la ville de Zérékouré qui est à l'honneur pour célébrer le livre. Cette 10e édition a été marquée par des expositions de livres et des débats, entre autres, pour promouvoir et intensifier la production littéraire. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux, Adama Traoré, Elsa Yamokaba. La capitale de la Guinée forestière se dévoile sous un angle littéraire. En marge des 72 heures du livre, la ville de Zérékouré est célébrée comme invitée d'honneur de l'événement. Zali séduit un public qui a pu découvrir son urbanisation et sa modernité. Sa désignation est célébrée à travers une pièce théâtrale relatant l'histoire de cette grande ville. Intitulée « Bienvenue à Zérékouré », l'intigre relate les hauts faits des figures emblématiques de la forêt, mais aussi des contes qui exaltent sa culture au niveau local. Nous sommes entièrement satisfaits parce que notre ville est choisie comme ville d'honneur à cette occasion. Pour cette raison donc, au nom des paisibles populations, nous disons merci. Et nous voulons que de telles activités se multiplient. Faire la fête à Zérékouré, c'est inviter chacun et tous à s'intéresser au livre. Les autorités commencent à comprendre que le livre est fondamental pour le développement socio-économique du pays et nous en sommes heureux. Nous allons continuer à faire ce travail. Nous sommes venus avec beaucoup de livres qu'on va donner à la bibliothèque de Zérékouré, qu'on va donner au village, qu'on va transmettre vraiment aux enfants parce que nous estimons et nous avons la conviction que véritablement le livre est la nourriture de l'esprit. Ils doivent continuer à lire, à lire. Le seul virus qu'on les souhaite, c'est vraiment le virus de la lecture. Ce rendez-vous littéraire a aussi planté sa tente dans la bibliothèque préfectorale de Zérékouré. Il propose des expositions aux jeunes pour présenter l'actualité guinéenne et étrangère. Pour la décentralisation du label Conakry Capitale du Livre, plus de 300 ouvrages et 2 ordinateurs sont mis à la disposition des élèves. Une action de l'Harmattan Guinée pour symboliser l'entrée du numérique dans le cadre de travail. Je suis très content, ça me voit droit au cœur, vraiment. Et vraiment, j'en profiterai de passer le message dans toutes les écoles de la ville. Vraiment, c'est un cadeau, vraiment, c'est un cadeau pour la ville de Zérékouré. Vraiment, vraiment, je félicite les donateurs. Je suis très contente de voir beaucoup de livres ici et des manifestations de beaucoup d'élèves. Ça va nous apporter beaucoup de choses. Parce qu'à travers ça, on peut lire, s'exprimer et se comporter bien dans une société. La préfecture de Lola bénéficie aussi de manuels pour enfants, une dynamique soutenue par les amis du livre qui comptent cultiver le goût de la lecture chez les jeunes dans les zones les plus reculées des centres-villes du pays. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain. L'électrification constitue un facteur important du développement économique et social. C'est la raison pour laquelle le président de la République, professeur Alpha Condé, a mis en place une politique sectorielle visant à assurer l'approvisionnement en énergie électrique du pays. Aujourd'hui, 43 localités en